Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Je souhaite pour ma race, en quelques lieux de l'univers où elle vive et se gouverne, qu'elle rompe avec les usages arbitraires, avec le mépris systématique des lois et de la liberté, avec le dédain des formes légales et de la justice distributive. Ces choses sont souverainement respectables parce qu'elles forment le couronnement pratique de l'édifice moral que la civilisation moderne élève laborieusement et glorieusement sur les ruines accumulées des idées du Moyen Âge. Mais c'est surtout d'Haïti que doit partir l'exemple. Les Noirs haïtiens n'ont-ils pas déjà fait preuve de la plus belle intelligence et de la plus brillante énergie? Ils se pénétreront bientôt, hommes d'État ou écrivains, jeunes ou vieux, que la régénération du sang africain ne sera complétée que lorsqu'on sera aussi respectueux de la liberté et des droits d'autrui que jaloux de sa propre liberté et de ses propres droits. Car de là sortira pour l'Éthiopien cette auréole qui embellit notre front et le transfigure, la splendeur de la dignité morale, seule noblesse naturelle qui relève et égalise tous les hommes et toutes les races. Digne et fière, intelligente et laborieuse, qu'elle grandisse donc, prospère et monte sans cesse, de progrès en progrès, cette race noire, si pleine de sève et de généreuse vitalité. Pour l'aider dans son ascension, il n'y aura jamais trop d'ouvriers ni trop de dévouement. Aussi, est-ce religieusement que je lui apporte mon offrande humble et respectueuse. D'autres feront mieux que moi un jour, mais nul ne sera plus désireux de son relèvement et de sa gloire. Anténor Joseph Firmin de L'égalité des races humaines, anthropologie positive. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, content de vous retrouver ce dimanche matin pour une autre édition de votre émission Lumière sur le monde. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien disposés à passer cette heure avec nous, heure au cours de laquelle nous allons réfléchir sur une question qui
me préoccupe et qui vous préoccupe aussi, je suis sûr. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi il nous manque si cruellement de modèles vivants? Bien sûr que lorsque nous fouillons dans notre histoire, nous retrouvons des gens dignes d'imitation, nous retrouvons littéralement des héros, nous retrouvons de vaillantes femmes, de vaillants hommes. Mais pourquoi nous manque-t-il si cruellement de modèles vivants? Ce n'est sûrement pas parce qu'il nous manque d'hommes et de femmes intelligents. Ah non, en ceci nous n'avons rien à envier aux autres peuples. Mais pourquoi, dis-je, avons-nous de la difficulté à proposer des modèles vivants à nos jeunes, des modèles vivants à la nouvelle génération? La plupart de nos légendes sont mortes. La plupart de nos modèles sont dans l'autre monde. Mais pourquoi avons-nous de la difficulté à reconnaître des modèles quand ils sont vivants? Voilà la question à laquelle nous allons tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Pour ce faire, nous allons réfléchir à la vie d'un homme qui est connu pour son œuvre littéraire, qui est connu pour son œuvre anthropologique. Cet homme, vous connaissez son nom, c'est Anténor Firmin, l'auteur du maître ouvrage de l'égalité des races humaines, anthropologie positive. La vie de cet homme sera pour nous un prétexte pour réfléchir sur notre incapacité à honorer de leur vivant nos modèles, notre incapacité à reconnaître la compétence de nos modèles, mais de leur vivant. En sorte que le titre de mon émission d'aujourd'hui, c'est Anténor Firmin ou Comment tuer une étoile. Vous connaissez à ce stade-ci de l'émission le rituel. Je vous invite à vous faire une bonne tasse de thé, à vous faire une bonne tasse de café ou de chocolat chaud, à vous offrir tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. On observe ici une pause. Je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Voilà, avant la pause, on s'était promis de réfléchir à ce manque de modèles vivants que nous accusons dans nos peuples noirs. Nos modèles, nos légendes sont morts. Et lorsque nous allons en parler, c'est toujours au passé parce que nous n'avons pas toujours su les valoriser de leur vivant, nous n'avons pas toujours su reconnaître leurs compétences de leur vivant. On dirait que la mort a cette vertu de nous permettre de réaliser que tel homme ou telle femme était plus grand ou plus grande que nature. Or, je ne suis pas sûr que ce soit toujours une qualité. Nous devons, en tant que collectivité, cultiver l'art de valoriser les gens, de valoriser nos modèles, pas seulement à leur mort, mais de leur vivant. Eh bien, le prétexte me fut servi par l'anniversaire de Joseph Anténor Firmin,
car le 18 octobre dernier ramenait son anniversaire de naissance, hein, un 18 octobre 1850. Joseph Anténor Firmin, quand on entend son nom, quand on évoque justement son nom, eh bien son nom est intimement associé à son livre de l'égalité des races humaines, anthropologie positive, nous allons en parler, mais Anténor Firmin, c'est plus que cela, c'est beaucoup plus que cela. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons dans un premier temps vous présenter quelques éléments biographiques de ce grand homme, de ce grand noir, de ce grand haïtien, de ce grand panafricain, de ce grand humain, point. Anténor Firmin se définissait aussi comme humain. Donc, dans un premier temps, nous allons présenter des éléments biographiques de cet homme, et il y a de quoi être fier. Dans un deuxième temps, nous parlerons de ses idées, qu'est-ce qu'il a défendu, quelles étaient ses convictions politiques, ses convictions morales. Et enfin, nous réfléchirons à l'héritage de Firmin. Et c'est alors que nous comprendrons plus clairement pourquoi nous avons de la difficulté à avoir des modèles vivants, pourquoi nos légendes sont-elles toutes mortes, et que ce n'est qu'à leur mort que nous les admirons, ce n'est qu'à leur mort que nous les glorifions, pour ainsi dire. Eh bien, Joseph Anténor Firmin est né, je l'ai dit, un 18 octobre 1850 dans un quartier pauvre, très pauvre de la ville du Cap-Haïtien qu'on appelle La Fossette. C'est intéressant de souligner cela parce que son origine de pauvre va lui nuire. Malgré son intelligence, malgré sa rigueur au travail, malgré son savoir encyclopédique, eh bien ses contemporains ne vont jamais lui pardonner son origine modeste. Si bien que lorsqu'il va briller à Paris, lorsqu'il va briller, n'est-ce pas, à La Havane, lorsqu'il va briller à Caracas au Venezuela, lorsqu'il va briller à l'île de Saint-Thomas, on va toujours parler de lui comme le petit nègre de La Fossette. C'est ainsi que ses compatriotes, c'est ainsi que ses contemporains, pour la plupart jaloux, parlaient de lui. Eh bien, cet homme a fait toutes ses études, que ce soit ses études primaires ou ses études secondaires, dans des écoles publiques. Et ses études secondaires ont été effectuées au lycée Philippe Guerrier, qui existe encore. Et on nous dit que cet homme était si brillant que dès l'âge de 17 ans, il est entré dans l'enseignement. Imaginez un mineur, il n'a que 17 ans. Et qu'enseignait-il ? Il enseignait le latin, il enseignait le français, il enseignait le grec. Et ses études classiques, sitôt terminées, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est payé le tutorat d'un franco-juif du nom de Jules Neff, diplômé de l'École normale supérieure de Paris, pour parfaire son éducation. C'est ainsi que cet homme va être un brillant polyglotte. Il parlait couramment le français, couramment l'anglais, couramment l'espagnol, couramment l'allemand. En sorte que plus tard, comme on le verra, cet homme va aider même les Allemands à découvrir des philosophes allemands que eux-mêmes n'avaient jamais lus, mais qu'ils ont redécouvert grâce à Joseph Anténor Firmin. Je vous ai dit que c'était un cerveau universel lorsqu'il était en mesure d'appréhender autant de notions littéraires que de notions économiques, par exemple. Il va se former en comptabilité, il va se former en droit, en sorte que quelques années plus tard, cet homme sera nommé 2 fois plutôt qu'une ministre des Finances et il va mettre de l'ordre
dans les finances haïtiennes. Il sera nommé aussi, n'est-ce pas, ministre des Affaires étrangères 2 fois plutôt qu'une, et à chaque fois, il va défendre les intérêts d'Haïti. À l'âge de 29 ans, soit en 1879, il sera candidat à la députation. Et quand on compare ceux qui se trouvaient en face d'Anténor Firmin, en matière de compétences, en matière de moralité, la formule qu'on utilisait pour parler d'Anténor Firmin, c'est qu'il était préparé comme pas un. Donc, il avait une préparation solide, il connaissait son peuple. D'ailleurs, les masses l'aimaient beaucoup, mais il va échouer. Savez-vous pourquoi? Parce que les élites d'affaires magouillaient contre lui, parce que les élites intellectuelles le dénigraient auprès des masses, et il va perdre cette élection à la députation en 1879, et il va essuyer la même défaite 2 autres fois. Une autre fois comme candidat malheureux à la députation, et une autre et dernière fois comme candidat à la présidence. Et je vous ai dit, cet homme était préparé comme pas un. Pourquoi perdait-il les élections? Pas parce qu'il était incompétent, pas parce qu'il était malhonnête, au contraire. C'est parce qu'on le trouvait trop compétent. C'est parce qu'on le trouvait trop vertical. Et il était combattu par qui? Les classes d'affaires et les élites intellectuelles. En 1883, en partie pour l'écarter du pays, mais également pour s'assurer d'une excellente représentation d'Haïti à Caracas lors du centenaire de Simón Bolívar, le président d'Haïti d'alors, Lysius Salomon, l'a nommé représentant d'Haïti à Caracas. C'était un poste temporaire. On lui a fait une offre permanente et il a compris que c'était un exil doré. Il a refusé donc cette offre du président Salomon. Cela va créer, si vous voulez, un litige entre le président et lui, et il va connaître un premier exil. C'est ainsi donc qu'on va le retrouver à Saint-Thomas, puis à Paris. Sauf qu'à Paris, cet homme va briller de tous ses feux en tant qu'intellectuel, en tant que penseur. Il est reçu à la Société d'anthropologie de Paris le 17 juillet 1884. En ce moment, donc à la fin du 19e siècle, à la Société d'anthropologie de Paris, il y a un livre qui fait office de Bible. Il y a un nom qui fait office de pape. Et il y a une idée qui est acceptée comme étant incontestable par tous les savants d'alors. Ce livre, c'est de l'inégalité, enfin l'essai sur l'inégalité des races humaines, écrit par le comte Arthur de Gobineau. Et quelles idées sont-elles défendues dans cet essai? À savoir que scientifiquement, anthropologiquement, historiquement, donc du point de vue des données de la science, il y a une inégalité qui est établie comme une loi d'airain entre les races. À la tête des races humaines trône la race blanche, puis vient la race jaune et au bas de l'échelle, la race noire. Et c'était une idée présentée comme étant incontestable puisque le livre, n'est-ce pas, de Gobineau était publié déjà depuis plusieurs décennies, depuis près de 30 ans. Et Joseph Anténor Firmin, pétri de l'idée contraire, pétri de l'unicité, je dis bien, de l'unicité de la race noire depuis l'Égypte jusqu'à Haïti, la formule est de lui, va s'attaquer à l'œuvre
monumental de Gobineau, Essai sur l'inégalité des races, en publiant en 1885 un essai qui répond du tac au tac à Gobineau et qui a pour titre de l'égalité des races humaines, anthropologie positive. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cet homme a écrit cette brique de 655 pages en quelques mois, entre 6 à 8 mois. Et dans cet ouvrage, on trouve de tout. De l'anthropologie, de l'égyptologie. Il a voyagé en Afrique, il s'est rendu en Égypte pour prouver que le berceau de la civilisation humaine se trouve en Égypte et que des notions de sciences comme les mathématiques, des notions de sciences comme l'astronomie, pour prouver que la race noire est la race originelle et qu'en matière d'intelligence, les Noirs n'ont rien à envier aux Blancs. C'est un chef-d'œuvre aujourd'hui encore. Et on nous dit que lors de la présentation de cette brique de 650 pages à la Société d'anthropologie de Paris, cet homme a eu une longue ovation debout, car son argumentaire était solide, son argumentaire était incontestable. C'est à ce point vrai qu'aujourd'hui encore, vous savez, que quand on veut réfléchir scientifiquement sur la question de l'égalité des races, on ne peut pas ne pas citer l'œuvre d'Anténor Firmin. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. De grands hommes, comme Barack Obama par exemple, avouent que pour se construire une identité de noir, pour résister à l'idée d'infériorité de sa race qu'on a tenté de lui inoculer, eh bien, il a lu de l'égalité des races humaines d'Anténor Firmin. Et en Afrique du Sud, pendant la période de l'apartheid, eh bien, les jeunes noirs intellectuels qui voulaient, si vous voulez, construire leur identité, qui voulaient récuser toute la notion d'infériorité de la race noire, il traduisait en zoulou des fragments de l'égalité des races humaines d'Anténor Firmin. N'oublions pas que nous sommes en 1885. En histoire, la chronologie est importante. 1885, nous sommes donc à la fin du 19e siècle. La colonisation de l'Afrique par l'Europe chrétienne bat son plein. Et pour justifier la chosification des Noirs, pour justifier la réification, le fait par les Blancs de réduire les Noirs à l'état de choses, eh bien, on se servait de cette Bible de Gobineau, de l'inégalité des races humaines. Et les Blancs étaient à ce point pétris de leur supériorité qu'ils organisaient des zoos humains où on exposait nos frères africains comme de vils animaux pour montrer à quel point ils étaient justement plus proches des animaux que des humains. Je pense en particulier à l'exposition universelle de Paris de 1889, entre autres expositions universelles, puisque tous les pays de l'Europe organisaient de ces expositions universelles. Et qu'est-ce qu'on y faisait? On montrait, n'est-ce pas, si vous voulez, tels des artefacts. Les Africains, ils étaient dans des cages, ils étaient enchaînés, ils faisaient le clown
comme de vulgaires animaux. Et qu'est-ce qu'on voulait démontrer? C'était justement que les Blancs se trouvaient dans une classe à part, mais que les Noirs se trouvaient littéralement dans une classe inférieure, plus près des animaux que des humains. Et tous les pays de l'Europe se sont trempés dans cette affaire. Et sur quoi se basait-il? Eh bien, sur le livre de Gobineau, lequel Gobineau croyait avoir établi scientifiquement grâce à la dimension des cerveaux, grâce, n'est-ce pas, à des données d'histoire, grâce à des données d'anthropologie. Gobineau pensait qu'il venait d'établir incontestablement que les races sont inégales du point de vue de la morale, que les races sont inégales du point de vue de l'intelligence. En sorte que, quand Anténor Firmin a publié en 1885 sa brique de 650 pages, imaginez, livre dans lequel il a prouvé que c'est de la pseudo-science que Gobineau a faite, eh bien son livre fut reçu comme un orage dans un ciel serein, et devant la solidité de son argumentaire, devant l'encyclopédie des savoirs qu'il a utilisés, eh bien on lui a offert une ovation debout à la Société d'anthropologie de Paris. Imaginez des Blancs pétris de notions de racisme, des Blancs racistes qui, pour la plupart, n'est-ce pas, avaient des actions dans les sociétés de colonisation de l'Afrique, qui n'avaient pas le choix que de se lever pour applaudir ce brillant cerveau, cet érudit. Et ceux qui ont pris des notes nous ont dit que cet homme a eu une ovation debout de près d'une demi-heure. Imaginez un tonnerre d'applaudissements accueillir ce livre qui eut, sans mauvais jeu de mots, l'effet d'un tonnerre dans un ciel serein. Et depuis sa parution en 1885, on réfère à cet ouvrage quand on veut saper, quand on veut montrer à quel point les arguments qui prouvent que les races sont inégales, sont spécieux, qu'ils sont sophistes, qu'ils sont faibles, on va référer à l'ouvrage d'Anténor Firmin. Vous vous souvenez de ma question de départ? Pourquoi nous manque-t-il si cruellement de modèles vivants? Pourquoi nos modèles sont-ils tous morts? Pourquoi nos légendes sont-elles mortes? Arrêtons-nous un instant. Tandis que de partout, on applaudissait l'œuvre d'Anténor Firmin. À Paris, il était applaudi, son nom était cité de partout. Nos frères, n'est-ce pas, qui s'intéressaient aux choses intellectuelles, nos frères africains vont le découvrir par la suite. Mais en Haïti, vous savez quoi? Ses propres compatriotes haïtiens disaient d'Anténor Firmin qu'il n'y a rien de personnel dans son livre. On est allé jusqu'à remettre en question sa paternité du livre, en sorte qu'on disait de lui l'auteur présupposé d'un livre qui s'intitule « De l'égalité des races humaines, anthropologie positive ». Ça fait mal. Ça fait mal, et vous allez voir que c'est une constante dans la vie de cet homme. Et cet homme, en fait, c'est un exemple du sort qui est réservé aux gens compétents dans nos pays. Souvent, les gens compétents dans nos pays sont combattus pas par les masses qui les aiment. Les gens compétents dans nos pays sont combattus par les élites intellectuelles, par les élites d'affaires qui vont tout simplement servir d'instruments aux tuteurs internationaux. Il fut à ce point combattu par les élites de son propre pays que cet homme va vivre plusieurs exils. Tantôt on va le retrouver à Saint-Thomas, d'autres fois on va le retrouver à Paris, sinon qu'ailleurs. Et pourtant, quand un étranger le rencontre, quand un frère latino-américain le rencontre,
On voit en lui l'un des plus grands cerveaux que l'humanité n'ait connu. Je pense notamment à José Martí. José Martí, ce précurseur de la révolution cubaine, est allé rencontrer Anténor Firmin, n'est-ce pas, en Haïti. Et lorsqu'il l'a rencontré, il a témoigné que c'est l'un des plus grands cerveaux qu'il ne lui a été donné de rencontrer. Et déjà, il songeait à lancer ce qu'on appelle une confédération des grandes Antilles, une espèce de la CARICOM avant la lettre. Et il a dit que Anténor Firmin avait à la fois la formation, le rayonnement et les compétences pour en devenir président. Et pourtant, dans son pays, les élites intellectuelles, les élites d'affaires vont le combattre. En sorte que, si on met bout en bout les années d'exil d'Anténor Firmin, c'est environ 9 ans qu'il va passer en exil, malheureux, frustré, pas parce qu'il a commis un mal, pas parce qu'il a volé les biens de l'État, mais simplement parce qu'il est brillant, simplement parce qu'il est rayonnant, simplement parce qu'il détient une solide formation et qu'il a voulu mettre cette formation au service de son pays. Ah, la jalousie. Cette peste qui nous empêche de collaborer avec les plus capables pour le relèvement et le rayonnement de nos peuples. Ah, la jalousie, cette peste qui nous empêche d'avancer collectivement. En 1889, forcé par la réputation de cet homme, le président Florvil Hippolyte va le nommer ministre des Finances et des Affaires extérieures. On appelait autrefois affaires extérieures, l'équivalent des affaires étrangères aujourd'hui. Il va redresser, il va mettre de l'ordre dans les finances publiques. Je vous ai dit que cet homme détient une formation en comptabilité. Non seulement il était académiquement solide du point de vue de la comptabilité, mais c'était un homme honnête du point de vue de la moralité. Il a mis de l'ordre dans les finances de l'État. Et je vous ai dit qu'il était nommé à la fois, en même temps, ministre des Finances et ministre des Affaires extérieures. Pendant qu'il détenait ces deux portefeuilles, les États-Unis d'Amérique, le grand voisin d'Haïti, l'éléphant dans la pièce, a décidé de faire main basse sur le Mall Saint-Nicolas pour en faire, tenez-vous bien, une réserve de charbon pour les États-Unis. Qui est ministre des Affaires extérieures à ce moment-là? C'est Anténor Firmin. Anténor Firmin, l'intellectuel, l'auteur de la liberté, enfin de l'égalité des races humaines, l'auteur qui est reconnu pour ses talents de diplomate, pour, n'est-ce pas, sa formation raffinée. Vous savez, il a négocié, il a fait montre de tact et de diplomatie pour l'une des rares fois, écoutez-moi bien, les États-Unis vont reculer dans leur désir de faire main basse sur une partie du territoire haïtien. L'affaire eut une résonance internationale et ce qu'Anténor Firmin a fait, on en parlait partout à travers le monde. Mais vous savez quoi? Au pays, cela va lui valoir des persécutions politiques. Voilà un homme qui a servi son pays comme ministre des Finances et qui dira au terme de sa vie, ma vie politique est immaculée. On ne peut rien me reprocher du point de vue de la moralité, du point de vue de l'honnêteté, mais parce qu'il a tenu tête aux Américains, qu'il a redressé les finances de son pays, cela va lui valoir de la persécution politique. Il va devoir laisser Haïti une fois de plus à destination de Saint-Thomas dans un premier temps, puis à Paris.
il va connaître l'exil parce qu'il était préparé comme base pour diriger ce pays. Il va connaître l'exil parce qu'il était compétent. Les finances de la République vont connaître de grandes difficultés une autre fois. C'est sous la présidence de Tiresias Simonsam, qui lui fut président d'Haïti de mars 1896 à mai 1902, et devant les grandes difficultés des finances publiques, on a dit au président Simonsam, un seul homme peut redresser la barre des finances publiques, il s'appelle Anténor Firmin. Et l'homme est à ce point disposé à servir son pays qu'il est entré de l'exil pour servir une fois de plus, donc pour la deuxième fois, comme ministre des Finances et comme ministre des Affaires étrangères. Et là encore, il réussit à mettre de l'ordre, n'est-ce pas, dans les finances de l'État. Il réussit à faire du cabinet gouvernemental, n'est-ce pas, un cabinet respectable du point de vue de la compétence, du point de vue, n'est-ce pas, de la moralité publique. Vous savez quoi? Les élites intellectuelles vont encore magouiller contre lui. Il va devoir laisser le pays une autre fois. À la démission du président Sam, Anténor Firmin se dit, maintenant que j'ai fait montre d'un homme compétent, maintenant que ma réputation n'est plus à faire, tant à l'étranger qu'au pays, j'ai servi, n'est-ce pas, comme ministre des Finances et comme ministre des Affaires étrangères 2 fois plutôt qu'une. J'ai été, n'est-ce pas, ambassadeur d'Haïti à Paris. J'ai représenté le pays à des conférences internationales. Enfin, les élites vont oublier, n'est-ce pas, ce qu'elles avaient contre moi en termes de jalousie. Elles vont me laisser une chance dans mon désir de servir le pays. L'occasion lui fut offerte en 1902 de poser sa candidature comme président d'Haïti. Du point de vue strictement humain, on pourrait s'imaginer que la chose allait lui être facile puisqu'en face d'Anténor Firmin se trouvait un autre candidat du nom de Nor Alexis, un vieillard de 80 ans, un primaire du point de vue de l'instruction. Et vous savez quoi? Dans cette joute électorale qui va opposer le très compétent Anténor Firmin, le très réputé Anténor Firmin, le très célèbre Anténor Firmin à ce vieillard de 80 ans qu'est Nor Alexis, ce primaire du point de vue de l'éducation, vous savez quoi? Je vous le donne en 1000. La communauté internationale, pour utiliser un terme d'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique vont magouiller dans les élections pour imposer Nor Alexis. Et les États-Unis vont disposer de deux complices serviles, toujours les mêmes. Les élites intellectuelles qui vont préférer à Anténor Firmin ce vieillard Nor Alexis et la classe d'affaires. Anténor Firmin va se retirer, une fois de plus, en exil. Et vous savez, à la mort de Nor Alexis, l'homme a tenté de revenir dans son pays, dans sa ville natale, au Cap-Haïtien. Il se trouvait encore sur la mer, tout près de la rade du Cap-Haïtien. Lorsqu'on a entendu dire que Anténor Firmin était de retour, écoutez-moi bien, celui qui était ministre de l'Intérieur, donc chargé de la sécurité intérieure, lui a interdit de débarquer en Haïti. Sous quel prétexte? Écoutez-moi bien, parce qu'il était l'un des malfaiteurs les plus dangereux. Malfaiteur? Oui, parce qu'il était compétent. Malfaiteur? Oui, parce qu'il était vertical. Malfaiteur parce qu'il était prêt à négocier d'égal à égal avec le grand voisin du Nord. Et vous savez, lorsque je réfléchis sur la vie d'Anténor Firmin, je vois dans la vie de cet homme comme un paradigme de ce qui est réservé aux leaders de nos pays d'afro-descendants, de nos pays, n'est-ce pas, constitués en majorité de Noirs. Quand on est compétent, on devient un ennemi.
quand on est formé, qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, se soumettre au diktat de l'international, quand on ne veut pas, n'est-ce pas, se compromettre avec les élites intellectuelles, avec les élites d'affaires, on devient un ennemi, un malfaiteur dangereux. Notre méfait, c'est notre compétence. Notre méfait, c'est notre rayonnement. Notre méfait, c'est notre intelligence. Et vous savez, nos pires ennemis alors, ce sont nos propres compatriotes qui détiennent autant de formations que nous, qui détiennent, n'est-ce pas, souvent autant de diplômes que nous, mais elles sont à ce point ruinées par la jalousie qu'elles se disent, pourquoi lui et non pas nous? Réfléchissons un instant. C'est souvent ça qui nous empêche de nous fédérer. C'est souvent cela qui nous empêche, n'est-ce pas, d'avoir un projet collectif. C'est souvent cela qui nous empêche de tirer, n'est-ce pas, nos populations vers le haut. Quand l'un d'entre nous se démarque par son intelligence, par son rayonnement, par sa réputation, plutôt que de nous fédérer derrière lui, nous investissons toute notre énergie à le combattre, car nous disons pourquoi lui et pourquoi pas nous. En sorte que quand lui va fonder un parti politique, plutôt que de nous y inscrire et d'y apporter notre concours, nous allons fonder nos propres partis politiques, en sorte que nos pays sont émiettés par une pléthore de partis politiques, les uns plus faibles que les autres. Chaque intellectuel se voit comme président, comme premier ministre, comme chef de gouvernement. Que dis-je encore? Et plutôt que de nous fédérer pour tirer nos populations vers le haut, nous voilà qui investissons toute notre énergie à nous combattre les uns les autres. Vous notez une chose? On a préféré à Anténor Firmin le vieillard Nord Alexis. Mais quand on dit on, notez bien, les États-Unis, ici, métaphore pour la communauté internationale, la classe d'affaires, qui s'imaginait que cet homme de 80 ans allait être plus malléable, plus manipulable que le très éclairé Anténor Firmin, mais les élites intellectuelles, par jalousie. Chez nous, les amis, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas chez nous, les intellectuels ne supportent pas les intellectuels qui se lancent en politique. Quand l'un d'entre eux va réussir, plutôt que de l'aider à réussir, on crée d'autres partis politiques. Nous préférons affaiblir ceux qui sont préparés plutôt que de nous unir à eux pour faire avancer nos pays. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsaimé.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale.
Quel est l'héritage d'Anténor Firmin? Mais voilà, il faut commencer par son maître livre. Il en a écrit presque 10 livres. Je pense qu'il a publié 8 œuvres, pas vrai? Mais dans son De l'égalité des races humaines, eh bien, il fait la démonstration que l'intelligence n'a pas de race, l'intelligence n'a pas de frontières, mais que la race noire est singulière. Et vous savez quoi? Il s'est servi d'exemples de personnages qui sont tirés soit de l'Égypte ou de l'histoire d'Haïti. Il va camper le portrait de Toussaint Louverture pour nous dire, écoutez, quand on voit les prouesses de Toussaint Louverture, quand on voit son intelligence, quand on voit ses réalisations, qu'est-ce que Toussaint Louverture aurait à envier à un Napoléon Bonaparte, par exemple? Rien. Donc, l'héritage d'Anténor Firmin, c'est de dire qu'il n'y a pas de race inférieure, que chaque peuple, chaque communauté, chaque collectivité va suivre sa propre trajectoire en fonction de ses contraintes géographiques, en fonction de ses contraintes historiques, mais qu'il n'y a pas lieu de parler de supériorité ni d'infériorité. Un deuxième élément important dans l'héritage d'Anténor Firmin, c'est sa verticalité. Je vous ai dit que cet homme négociait en tant que diplomate, en tant que chef de la diplomatie haïtienne, en sa qualité de ministre des Affaires extérieures. Cet homme a négocié avec le vice-amiral des États-Unis, n'est-ce pas, d'homme à homme. Et il a fait reculer les États-Unis lorsque ces derniers ont voulu faire main basse sur le Mall Saint-Nicolas. Nos politiciens d'aujourd'hui auraient pris la poudre d'escampette en se disant au nom d'un pragmatisme, de toute façon, ce sont les États-Unis d'Amérique, c'est une grande puissance, que pouvons-nous en tant que petit pays devant ce géant, devant cet éléphant? Non. Anténor Firmin ne souffrait pas de ce complexe. Anténor Firmin était pétri de l'intime association qui existe entre démocratie et justice sociale. Pour Anténor Firmin, la démocratie ne consiste pas seulement à jeter un vote dans une urne. La démocratie, c'est le droit de s'éduquer. La démocratie, c'est le droit de travailler. La démocratie, n'est-ce pas, c'est la justice sociale. Aujourd'hui, la communauté internationale se fout de nos populations en nous faisant croire qu'il y a démocratie quand nos peuples africains ou haïtiens ou antillais vont voter et que même si ce vote n'est associé à rien d'autre en termes de justice sociale, on a la démocratie quand il y a des élections. Anténor Firmin a dit que non. Il n'y a pas de démocratie sans démopédie, justement, c'est le mot qu'il a forgé. Il n'y a pas de démocratie si la population est privée du pain de l'instruction. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de justice sociale. Donc vous voyez comment cet homme est actuel. Vous voyez comment, n'est-ce pas, la pensée d'Anténor Firmin est, si vous voulez, est pertinente. Ah oui. Quatrième élément de l'héritage d'Anténor Firmin, c'est la moralité publique. Vous savez, cet homme refusait de dissocier la politique de la moralité publique. Il y a des gens qui s'imaginaient que la politique, c'est un jeu de ruse. Il y a des gens qui s'imaginaient que la politique, c'est un jeu de tricherie. Non, pour Anténor Firmin, la politique, c'est un art noble. L'art de servir une population, l'art de servir une collectivité. Et cet art et cette science, car pour Anténor Firmin, c'est les deux, doit être accouplé à la moralité publique. Donc tu ne peux pas faire de la politique quand tu es accusé de corruption, tu ne peux pas faire de la politique quand tu es accusé de malhonnêteté. Voilà pourquoi cet homme fut combattu par les élites intellectuelles, car elles ne voyaient pas la chose de cet œil. Il faut qu'il y ait une adéquation entre la politique publique et la moralité publique. Il est l'un des rares hommes à pouvoir écrire au terme de sa vie, ma vie politique est immaculée. Oh là là.
Il a été constitutionnaliste. Il a été ministre des Finances. Imaginez, ministre des Finances, il détenait le portefeuille de la collectivité. Il était, n'est-ce pas, député. Et pourtant, il a dit, ma vie politique est immaculée. Et aujourd'hui encore, on n'a rien à reprocher à Anténor Firmin. Cinquième élément de l'héritage d'Anténor Firmin, c'est la compétence en politique, oui. En ceci, et je vais peser mes mots, écoutez-moi bien, Anténor Firmin était un aristocrate du savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans son étymologie, l'aristocratie, c'est un gouvernement par les meilleurs. Il croyait qu'une collectivité devait être gouvernée par les meilleurs éléments de cette collectivité. Les meilleurs éléments en termes de compétences, les meilleurs éléments en termes de moralité publique. Il disait que la politique n'était pas un jeu et qu'on ne pouvait pas y accueillir n'importe qui allait faire de l'improvisation. Cet homme est mort le 19 septembre 1911. Quand on relit ses œuvres, on a l'impression qu'il était un prophète. Vous savez, de son exil à Saint-Thomas, il prédisait l'occupation américaine d'Haïti. Il disait, écoutez, dans l'état dans lequel nous pataugeons en tant que peuple, où il n'y a pas de justice sociale, où le pays est gouverné par des gens incompétents et corrompus, où le pays, n'est-ce pas, est exposé régulièrement à des guerres civiles, soit qu'on se reprenne, soit qu'on se ressaisisse, ou que le pays sera occupé par une force étrangère. Et il avait vu juste, puisque les Américains vont occuper le territoire haïtien entre 1915 et 1934. Mais même si l'occupation américaine officiellement a pris fin en 1934, soyons clairs, ni la communauté internationale ni les États-Unis n'ont jamais laissé Haïti, puisque ce sont les Américains et c'est la communauté internationale qui dicte, n'est-ce pas, nos élus, que ce soit au niveau du Parlement, mais sûrement au niveau de la présidence. Sixième élément de l'héritage de Firmin, c'est l'unité. C'est l'unité. Firmin était dénigré, il était ridiculisé par les élites intellectuelles de son temps. Vous savez ce qu'on lui reprochait? Son origine sociale. On l'appelait, je l'ai dit au début de l'émission, le petit nègre de la Fossette. La Fossette, c'est l'un des quartiers les plus pauvres de la ville du Cap-Haïtien. On reconnaissait sa formation, on reconnaissait sa rigueur intellectuelle, on reconnaissait son rayonnement international, mais on n'arrivait pas à lui pardonner son origine. Pourquoi lui? Lui qui pourtant vient d'un quartier pauvre. Mais il pardonnait à chaque fois à ceux qui le blessaient, à ceux qui le dénigraient. Au nom de quoi? Au nom de l'unité. Car il se disait, sans l'unité de la collectivité, sans l'unité du peuple, nous n'irons nulle part. Septième élément de l'héritage d'Anténor Firmin, c'est la vie internationale. Anténor Firmin, précisément parce qu'il était conscient de l'unicité des peuples noirs, eh bien, nous invitait à ne pas nous isoler, nous invitait à participer à la vie internationale sans complexe, à participer à la vie internationale de manière horizontale avec les autres, car nous n'avons rien à leur envier. Il fallait, nous recommandait-il, faire commerce avec eux. Il fallait, n'est-ce pas, coopérer avec eux dans une véritable coopération. Anténor Firmin, huitième élément de son héritage, c'est l'un des pères du panafricanisme. Ah oui, vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle du panafricanisme, du fait que tous les peuples noirs ont un dessein, ont un destin et, si vous voulez, un sort commun, eh bien, il faut penser à Anténor Firmin. Le panafricanisme, pour
pour Anténor Firmin, c'est pas juste une idée, mais c'est un projet politique. Il disait que les peuples noirs devaient collaborer. Il disait que les peuples noirs, n'est-ce pas, devaient se fédérer. Et en ceci, il allait jusqu'à proposer une confédération des grandes Antilles. Car il comprenait, bien avant la naissance de la CARICOM, que non seulement au sein d'un même peuple, l'union fait la force, mais que les peuples noirs, les afro-descendants, devaient s'unir dans une entité politique pour défendre leurs intérêts collectifs. Enfin, l'héritage d'Anténor Firmin, c'est le patriotisme. Pour cet homme, la patrie passait avant tout. Pour cet homme, c'était la patrie avant les intérêts particuliers. Pour cet homme, c'était la patrie avant les mesquineries. Pour cet homme, la patrie, n'est-ce pas, valait tous les sacrifices. Et s'il se formait autant, s'il rayonnait autant, s'il brillait autant, ce n'était pas pour sa gloire personnelle, ce n'était pas pour sa gloriole, c'était au contraire pour faire connaître Haïti au monde entier et pour faire réaliser à ceux qui étaient de bonne foi qu'un Noir, qu'un Haïtien, qu'un Africain n'a rien à envier à un autre. Puisse Anténor Firmin revivre, n'est-ce pas, dans nos comportements. Maintenant, vous vous souvenez, je vous avais posé la question. Pourquoi n'avons-nous pas de modèle vivant? Pourquoi toutes nos légendes sont-elles mortes? Eh bien, Anténor Firmin répond à cela. Il appelle cela l'effort dans le mal. D'ailleurs, c'est le dernier livre qu'il a publié, L'effort dans le mal. Il a réalisé que quand il s'agit de s'entendre pour combattre quelqu'un d'autre, on a cette énergie. Quand il faut s'entendre, n'est-ce pas, pour défaire un gouvernement, on a cette énergie. Mais quand il faut utiliser cette même énergie pour s'unir à quelqu'un de plus compétent, quand il faut utiliser cette même énergie pour défendre des intérêts collectifs, tout à coup nous devenons apathiques. Eh bien, si nous nous posons la question à savoir pourquoi nous manque-t-il si cruellement de modèles, c'est parce que nous éteignons nos étoiles. Nous tuons nos hommes et nos femmes compétents et compétentes. Plutôt que de les admirer, plutôt que de les imiter, nous mettons toute notre énergie à les combattre en leur rappelant leur origine modeste, en leur rappelant leurs erreurs du passé. Or, pour avancer en tant que collectivité, pour nous développer en tant que peuple, plutôt que d'éteindre nos étoiles, plutôt que de tuer nos modèles, plutôt que de les exiler, de les faire fuir, nous devons nous unir derrière eux ou derrière elles pour l'avancement de nos peuples. En ce sens, Anténor Firmin était un méritocrate. Il disait, écoutez, chacun a des compétences, mais s'agissant de telles fonctions données, il faut que ce soit la personne la plus compétente qui la remplisse cette fonction. C'est ça la méritocratie. Chez nous, nous sommes connus pour le népotisme. Nous sommes connus pour le clientélisme. Chez nous, on appelle ça le mounpa, n'est-ce pas? Tel homme va avoir telle fonction parce qu'il est le cousin de tel ministre, parce qu'il est le neveu du président. Telle femme va avoir tel poste parce qu'elle est le second bureau de tel ministre. Mais ça, on ne peut pas avancer comme ça. Anténor Firmin était contre cela. Il était pour la méritocratie. Il était pour l'aristocratie du savoir. C'est-à-dire que nos pays, que nos collectivités, que nos ministères soient gérés et gouvernés par les plus capables et les plus moraux d'entre nous. Si nous changeons d'attitude, si nous consacrons désormais notre énergie à nous fédérer derrière ceux et celles d'entre nous qui ont des compétences avérées dans tel domaine, alors, comme le chante l'artiste, rien ne pourra faire obstacle à l'avancement de nos peuples. Nous avons des gens compétents.
Nous avons des gens honnêtes, nous avons des gens intègres, nous avons des gens intelligents. Mais vous savez pourquoi ils ont peur d'entrer en politique? Parce que les gens compétents combattent les gens compétents. Et vous savez ce que ça fait en terminant? Quand je combats tel homme pour sa compétence, que je l'intimide, au point qu'il ne veut pas se lancer dans la gestion de la chose publique, vous savez ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faciliter l'élection d'un incompétent et d'un immoral. Parce que l'homme ou la femme compétent va avoir peur parce que moi qui suis compétent, je ne veux pas le soutenir, je ne veux pas le supporter. Donc, les compétents ne soutiennent pas les compétents. Et tandis qu'on passe notre vie à nous combattre, ce que Anténon Firmin appelle l'effort dans le mal, eh bien, un incompétent se fait élire, un immoral se fait élire. Et vous savez quoi? Nos ennemis internationaux, n'est-ce pas, se foutent ainsi de notre gueule. Ils disent, écoutez, tel économiste compétent n'aura jamais le soutien de tel autre économiste, n'est-ce pas, compétent. Lorsque tel économiste se lance en politique, plutôt que d'avoir l'appui de tel autre économiste, il sera combattu par lui parce que lui va ouvrir aussi. Il va fonder un autre parti politique. On passe notre vie à nous chamailler ainsi, et puis tel incompétent passe et devient notre président ou devient notre premier ministre. Ou alors, ça c'est aussi vrai, quand on a un incompétent qui est à la tête du pouvoir, parfois il va faire appel à des gens compétents, mais des gens serviles qui n'ont pas de colonne vertébrale, en sorte que nous ne sommes pas plus avancés. Si nos pays sont à ce point en retard, si nos peuples sont à ce point en retard, ce n'est pas par manque d'intelligence, ce n'est pas par manque de compétence, c'est parce que nous, les gens compétents, nous tuons les étoiles par jalousie. Je dis nous, je m'inclus. Nous tuons nos étoiles par jalousie. Plutôt que d'admirer les étoiles et d'imiter leur intelligence, d'imiter leur savoir-faire, d'imiter leur sens de sacrifice, nous préférons les tuer. Nous préférons, n'est-ce pas, les éteindre. Et une fois qu'ils sont morts, ces gens-là, oh là là, que de discours élogieux ne prononçons-nous pas, parce qu'ils ne sont plus là pour nous menacer. Les amis, les collectivités n'avancent pas par la jalousie. Tous les gens compétents ne seront jamais ministres, tous les gens compétents ne seront jamais présidents, tous les gens compétents ne seront jamais maires. Mais s'ils sont patriotes, ces gens compétents, ils vont placer la patrie au-delà de leur petite personne. Ils vont placer la patrie au-delà de leur mesquinerie. Et ils vont se mettre derrière celui ou celle qui veut se lancer en politique. Si nous sommes prêts à faire cela, cela va barrer la route aux gens incompétents et cela privera nos tuteurs internationaux d'un outil historique. Vous savez c'est quoi cet outil? Nous dresser les uns contre les autres pour nous imposer soit des gens serviles ou des gens incompétents. Que la vie d'Anténon Firmin nous serve d'exemple et que nous disions désormais, nous ne tuerons plus nos étoiles, mais que nous allons les reconnaître, mais que nous allons les applaudir, mais que nous allons les admirer, mais que surtout, nous allons les imiter. Car quand quelqu'un est brillant, les amis, quand quelqu'un rayonne, comme aurait pu le dire l'autre, c'est souvent 95% de transpiration, mêlée à 5% d'aptitude naturelle. Les gens brillants travaillent beaucoup. Les gens brillants transpirent beaucoup. Plutôt que de les tuer, imitons-les. Merci de votre attention.